Omar Carlier. Je vais avoir un peu de mal émotionnellement à prendre la suite. Le papier est magnifique, il est plus qu'un papier, il est un canevas de thèse, je pense, pratiquement, on peut dire. Alors, je vais vous parler de... Le titre, c'est L'émergence de la culture moderne de l'image dans l'Algérie musulmane contemporaine, 1880-1940. On serait tenté de dire rien que ça. Le titre un peu ambitieux, voire prétentieux, qui a en tout cas un côté programmatique et qui correspond plus à un champ de recherche, à un chantier récemment ouvert, encore peu fréquenté, je dirais même très peu fréquenté, working in process, comme disent certains, ou j'espère in progress. En tout cas, par ailleurs, c'est pour ça que j'avais demandé à ce que ce texte ne soit pas distribué, parce que c'est vraiment un texte exploratoire pour l'instant, avec des formulations un peu durcies, par souci peut-être de tenter des éléments de modélisation. Alors, les Algériens n'ont pas attendu les Européens pour exprimer un rapport visuel et esthétique au monde et développer, inventer, renouveler pour ce faire des pratiques et des œuvres de toutes sortes, populaires ou savantes. En revanche, ils n'ont laissé que peu de place, très peu de place, à la reproduction iconique du vivant. Je n'ignore pas qu'il y a débat à ce sujet. Peu de place à la reproduction iconique du vivant et singulièrement à celle de la personne humaine. Tout le monde pourra faire le lien avec les échos, l'écho de questions tout à fait récentes et qui ont fait le tour pratiquement de la planète. La donne est toute différente dans les empires, en tout cas très différente dans les empires ottomans, séfévides et moghols, mais aussi dès la fin de l'empire abbasside au nord-est de l'Euphrate. Il serait donc à poser comme question la variante maghrébine malékite de la koïné musulmane, qui devrait donc retenir l'attention du chercheur plus que la dogmatique de l'islam. Et ce, en dépit, compte tenu de ce que je viens de dire, en dépit de 3 siècles de présence ottomane, en tout cas en Algérie et en Tunisie, sans oublier la Libye. Aujourd'hui, la cause est entendue. Est-ce que je peux avoir une montre? J'ai oublié ma montre. Waouh! Aujourd'hui, la cause est entendue. L'ensemble des pays musulmans de la planète, même les régimes répressifs les plus iconoclastes de type afghan, sont totalement immergés dans la civilisation de l'image. Civilisation de l'image, terme lui aussi discuté aujourd'hui. La question est donc posée à l'historien de savoir où, quand, comment, par qui, pour qui l'Algérie, et notamment l'Algérie musulmane, est passée à l'époque coloniale d'un système de signes à un autre, sous des modalités et à des rythmes propres, en relation avec l'irruption d'une production iconique, venue d'ailleurs, nouvelle en partie pour les ressortissants de la puissance occupante elle-même. Provisoirement, je distingue cette exploration en 2 grands sous-périodes. Pour l'essentiel, période 1830-1890, on peut parler d'une culture importée et imposée. Je dis bien pour l'essentiel, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien dans la société autochtone. Et puis ensuite, 1880-1940, je parlerai plutôt d'une culture appropriée, incorporée, proprement inventée, et je terminerai peut-être avec le nom de Omar Rassim, 1880-1940. De fait, la mainmise de la France sur le Maghreb, qui commence en son centre, et l'émergence de la culture moderne de l'image, souvent associée à la photographie, sont largement synchrones. Tout n'est pas moderne pour autant dans le processus de transfert culturel qu'il sous-tend, et tout n'est pas nouveau au même titre au regard des acteurs sociaux concernés, du côté de l'emprunt ou du refus. Pour les Maghrébins, c'est l'image figurative en tant que telle, moderne ou pas, qui est, sauf à la marge, c'est un point justement qui fait débat entre très peu de chercheurs d'ailleurs, ou de non-chercheurs, cette image figurative
et notamment de l'humain, qui est, sauf à la marge, nouvelle et étrangère. Certes, on connaît quelques rares portraits du sultan alaouite, mais là je sors du domaine algérien, tunisien et de l'ère d'influence ou de domination turque, mais ils sont réservés à son usage personnel et ne circulent jamais dans le monde social. C'est une question majeure. La question n'est pas seulement de savoir ce qui est produit, comment, mais si ça circule, quel sens social, quelle portée, quel sens social ça a. Alors on me dira, qu'en est-il de l'héritage ottoman? Force est de constater que dans les villes, là où la trace ottomane est la plus forte, le corpus qui pourrait avoir été laissé à cet égard est des plus minces. On parle de culture, de peinture sous verre, dont il resterait quelques exemplaires, mais à ce jour, en croisant le maximum de sources possibles à ce sujet, force est de constater que le corpus est quand même resté des plus minces. Et si l'influence ottomane existe, elle ne doit pas être mise entre parenthèses, elle doit s'inscrire dans l'histoire du 19e et du 20e siècle, car les spécialistes, je ne dirais pas orientalistes de la Turquie, mais turcs d'aujourd'hui, qui commencent à aborder cette question de la culture de l'image, soulignent justement les changements majeurs qui arrivent dans l'espace ottoman en liaison avec le courant de la réforme, etc. Et puis, il y a une autre question, c'est la trace, l'existence même et la trace, et aussi la datation, l'insertion dans le temps de l'imagerie pieuse, populaire pieuse, dont on connaît quelques traces et quelques éléments, mais là encore, le corpus paraît relativement mince. Donc, pour une très large part, la culture de l'image, et en tout cas la culture moderne de l'image, en Afrique du Nord, paraît bien être une culture importée et longtemps délibérément ignorée ou refusée par les autochtones. Ceci étant, tout ce qui commence à être saisi localement par l'image n'est, encore une fois, évidemment pas nouveau. Tout cela reste très très discret pour le beldi algérois, artisan ou commerçant, et n'affecte guère son habitus visuel. Ce qu'il bouleverse en revanche, c'est le type de ville, sinon le mode de vie qu'on lui impose, littéralement à son corps défendant, sur son site, à sa porte. Le quadrillage, le rectiligne, le vertical, l'extraverti, brise en effet son environnement scénique et scopique, altère la vision esthétique qu'il a de sa ville. C'est particulièrement le cas d'Alger. Bien plus que la peinture, au demeurant, c'est la sculpture plantée sur la place publique, ostensible, provocatrice, qui rend autrement plus choquante pour l'œil indigène, au sens noble du terme, l'invasion, importation d'un nouveau mode visuel. Tout le monde a ici présent à l'esprit la statue du duc d'Orléans qui tourne le dos à la mer et qui défie la Casbah, expression métonymique pour désigner ce qui reste de la ville algérienne musulmane. Ainsi, un univers imagé accompagne-t-il la conquête militaire et la colonisation civile de l'Algérie. Familier pour les vainqueurs, il n'en est pas moins nouveau pour le pays, inédit et agressif pour les vaincus. Toutefois, l'image n'a pas encore envahi la ville et cannibalisé le quotidien. Pour autant, le visuel imagé moderne ne tarde pas à prendre racine dans un monde créole en voie de consolidation, sans grand décalage avec la rive nord. Ici s'impose la référence à la photographie et à ses multiples usages. Quand Moulin débarque son lourd matériel à Alger, il n'est pas seul à s'inscrire dans cette nouveauté de l'image et de ses nouveaux supports. Le timbre-poste est en passe de rejoindre la monnaie comme expression de la fonction régalienne de l'État. L'une est déjà entre toutes les mains, l'autre va bientôt accompagner l'extension massive de la correspondance entre les personnes, tant privées que publiques. Le billet de banque à personnage implique un contact physique, optique et tactile avec un type d'image qui ajoute progressivement le photographique au pictural. Personne n'a pris garde à ce fait que, pour la première fois sans doute, un nombre croissant d'autochtones entrent par ce biais dans un contact direct et quotidien avec
un vecteur imagé du vivant, imagé et séculier du vivant, subliminal peut-être, mais laissant des traces indélébiles. D'autres vecteurs viennent à leur tour densifier le monde iconique colonial. En métropole, la presse illustrée, la carte postale, l'affiche, qui participe de la nouvelle culture de masse au XIXe siècle, et singulièrement avec la Troisième République, prolonge et bouscule à la fois la culture multiséculaire de l'imprimé. Sans former un dispositif unifié, homogène, synchrone, ces nouveaux supports et types d'images contribuent ensemble à modifier l'univers visuel d'une civilisation industrielle et urbaine qui s'impose de plus en plus. Cet univers visuel fait son apparition en Algérie, au moins en ville, à la fin du XIXe siècle, pour la presse et les cartes postales, qu'on trouve chez les libraires et dans les kiosques, à partir des années 20 surtout, pour ce qui concerne les affiches illustrées. Carte postale à son apogée, je le rappelle, à la veille de la Première Guerre mondiale. Et on est aussi au temps de la réclame, qui finance déjà la presse, et la presse devenue populaire à un sou, initié dans son temps par Girardin. Mais surtout qui prend place dans les devantures et s'incruste sur les murs, même si ces derniers sont encore le plus souvent couverts de noms que d'images. Les villes ont toujours été des marchés. Au XIXe siècle, elles deviennent des vitrines éclairées par de nouvelles fées. Il faudrait donc aussi inscrire ce nouveau système iconique dans ces éléments d'interaction en liaison avec des transformations qui caractérisent la ville, ne serait-ce que, comme je viens de le suggérer, le rapport du diurne au nocturne, et ainsi de suite. Tableaux, photos, presse illustrée font une timide apparition dans quelques échoppes et cafés du côté de la population algérienne musulmane et peut-être à l'intérieur de quelques maisons ancestrales. En tout cas, si le kidam européen est pris au quotidien dans un environnement visuel toujours plus chargé d'images et d'icônes, l'autochtone musulman lui-même ne peut plus l'éviter et l'ignorer, il se prendra bientôt à l'adopter. C'est la deuxième sous-période, qui est encore très exploratoire, une culture appropriée et incorporée, 1880-1940. Déjà, à la veille de la Première Guerre mondiale, une poignée de scolaires acquis aux idées nouvelles s'est déjà approprié sans complexe les signes de la modernité. Une recherche spécifique à faire sur l'école comme lieu à la fois de transmission, bien entendu, du savoir, mais comme mise à disposition d'un rapport au monde médiatisé par des objets et notamment par les images. Dans le livre de synthèse de Hageron, il y a une très belle photo d'une école indigène en Grande Kabylie. Alors évidemment, c'est pas la petite école Gourbi, c'est une belle école indigène, et où il y a à la fois des éléments iconographiques où l'image même du pays est suggérée par le biais de la carte qui commence à faire le logo sur le modèle de l'hexagone. Alors, il y aurait tout un travail spécifique à faire sur l'école, la médiatisation scolaire pour la toute petite minorité qui, au-delà de la ville, commence à rentrer dans un autre type de relation avec le monde des images. Un monde imagé adapté et adopté, de l'élite aux masses, pour une large part, même si le processus n'est pas univoque, ou linéaire, de la ville à la campagne. La guerre a joué un rôle d'accélérateur et de multiplicateur dans ce domaine comme en d'autres. Elle a favorisé la mobilité et la rencontre, du moins le contact, entre les villes, les régions, les communautés, les classes, quelle que soit la force des ancrages locaux et l'intériorisation de hiérarchies discriminantes, puissamment surdéterminées par la situation coloniale. L'après-guerre capitalise une partie du potentiel interactif provoqué par la mobilité des hommes et le mouvement des esprits. En ce sens, elle est encore plus décisive. Or, elle est caractérisée par un renforcement, un redéploiement du système des images, qui, il est vrai, ne trouvera sa pleine extension qu'à la fin des années 30. Publicité par affiche, imagée, sur les colonnes des rues à arcades, panneaux de réclame à personnages dans les magasins, pages illustrées de journaux dans les kiosques. Tout cela devient plus présent et visible, y compris pour le lecteur consommateur autochtone. Justement, la photo de presse acquiert une nouvelle dimension, avec le succès relatif de genres qui s'y pressent ou sont fondés sur elle.
presse sportive dont on vient de parler, magazines, bandes dessinées pour enfants et adultes. Un petit sondage à propos de la presse sportive, c'est seulement à partir de 1926-27, la presse sportive est bien plus ancienne, que l'image, la photo, il commence à y prendre une place toujours plus grande d'ailleurs, et bien entendu le cinéma. Bien entendu le cinéma. Du côté algérien, musulman, de l'interaction coloniale, la politique, la culture et l'école ont fourni entre-temps de nouveaux relais et un cadre élargi propice à l'usage des images et au désir d'images. Une scène politique est née, notamment celle qui se cristallise autour de la personnalité charismatique du premier zaïm algérien, l'émir Khaled, je parle sous le contrôle de Gilbert Meignet ici présent. Renforcée par la dynamique civile et associative dont on a parlé à l'instant avec le sport, agie et agissante, et qui se généralise à toute l'Algérie citadine et au-delà. Les images icônes d'hommes symboles commencent à circuler à leur tour, au grand jour en catimini, Mustapha Kemal, Abdelkrim. La sphère culturelle, de son côté, prend un nouveau cours et devient à son tour une scène. Bachterzi en est l'homme proté, et rien de ce qui se fait en matière de théâtre populaire en arabe dialectal ne se fait sans un prolongement photographique. Ça peut être au café, ça peut être à la brasserie ou ailleurs. Je ne peux pas résister à l'évocation du Shahabi, genre populaire par excellence dans la nouvelle chanson médiane en termes tant sociologiques que musicale, dérivée du Med, et qui va être appropriée par la nouvelle jeunesse citadine et qui trouve élection au café. Et notamment le café Malakoff, qui jouxte la place du gouvernement aujourd'hui, place des martyrs, et dans lequel, tout de suite, très tôt, on va trouver des photos. Et l'acteur social qui a partie liée peut-être plus que d'autres, c'est justement le jeune citadin scolaire. Et dans les années 20-30, la jeunesse de la Casbah, plus que celle des autres quartiers périphériques où la population algérienne musulmane s'installe. Toutefois, la culture de l'image comme culture de masse ne prend vraiment dans ses raies la population citadine algérienne que dans les années 30. Elle est liée à l'histoire culturelle dans son autonomie, elle est liée à l'histoire politique dans son autonomie. Le Congrès musulman paraît un instant en être comme quelque chose comme l'équation condensée. Tous les registres du visuel entrent alors en synergie à l'heure des congés payés, du pique-nique et de la plage, même pour les femmes. Et j'évoquais tout à l'heure le cinéma, et à propos du cinéma, c'est précisément à ce moment-là que le cinéma commence à susciter une consommation de masse du côté algérien, avec le film égyptien, resté parfois jusqu'à aujourd'hui dans les mémoires de nos grands-mères, sur tel film avec Mohamed Abdel Wahab, La Rose Blanche, Yatek Saha Khaoula. Tu vois, donc non seulement masculin, mais féminin, en synergie avec l'affiche, la presse illustrée, y compris les femmes analphabètes qui ne lisent pas, mais qui voient les images dans la rue, chez le boutiquier, chez leur patronne européenne, voire chez elles, quand leur époux lit un quotidien illustré, les quotidiens qui commencent à être lus en langue française en ville sont Oran républicain et Alger républicain. Et on voit l'importance que prend de plus en plus la photographie dans ces quotidiens. Je crois qu'un autre point majeur est à souligner, c'est celui qui consiste maintenant à appréhender l'image de soi comme appropriée et incorporée. Le passage qu'évoquait Bolbière de l'objet au sujet. C'est-à-dire que dès le départ, ça fait partie de la série des scènes et types, avec la lithographie, la peinture, puis la photographie et la carte postale, l'imaginaire exotique, orientaliste, etc. Or, on a commencé à photographier des sujets dans un premier sens qui acceptent d'être photographiés ou auxquels on ne demande pas leur avis, et puis qui vont
construire progressivement un rapport actif à cette pratique nouvelle de la reproduction de l'image de soi individuelle ou collective. On passe à une posture assertive, transformant le sujet indigène en interlocuteur citoyen. 30 ans plus tard, d'autres clichés donnent la mesure d'un changement advenu, me semble-t-il, au début du XXe siècle. Je pourrais me servir de points d'appui, comme les photos du jeune Messali, pris à Oran. On le trouve dans le bouquin des mémoires de Messali. La photo est prise par... alors il est habillé de plaies tirées à 4 épingles. Et visiblement, la photo, elle a été prise chez le photographe européen en ville, probablement le plus grand photographe de la ville d'Oran, mais par et pour la famille. Ce qui signifie que sans être photographe soi-même et avoir un appareil, attention, en plus, l'utilisation facile de Leica, c'est seulement la fin des années 20. Ceux qui passent à la photographie par le biais de l'appareil photographique se comptent sur les doigts, encore sur les doigts de la main. En revanche, l'accumulation progressive de photos de famille, individuelles et collectives, commence à se développer. Autre indice, autre trace utile, c'est celle d'une photo qui est envoyée par l'un des frères Septi avant la Première Guerre mondiale. Il est à Paris et il se fait photographier en dandy, costume 3 pièces, cravate, fume, cigare. Et il envoie cela à sa famille d'Alger et du Sud, s'inscrivant pleinement dans la mise en représentation de soi. Et donc, ici, il y a participation à la construction de sa propre image, une image qui est demandée et commandée pour son propre usage. Ce sont ces usages personnels du cliché et de l'artisan photographe, avant de se constituer soi-même en photographe et d'acheter et d'utiliser un matériel photo, de s'équiper en album, d'archiver familialement les albums, et ainsi de suite, qui constituent les indices les plus sûrs, quoique impossible à quantifier et difficile à dater, en tout cas en l'état de la recherche, d'un changement des mentalités, fut-il encore au départ le fait de quelques happy few. Avant d'en terminer, je voudrais évoquer, dans ce processus d'appropriation, de créativité, d'invention de soi, de réinvention de soi, l'importance que représente le peintre Omar Rassim, qui, justement, n'ayant pas à sa disposition, sinon de manière infinitésimale, et dérivé en réalité de ce qui peut venir via la Tunisie, peut-être du Caire et d'Istanbul, d'une nouvelle représentation individuelle et collective de l'Algérie, d'abord de sa ville et d'abord d'Alger. Alors, il y a une tradition, évidemment, de l'enluminure, etc., mais c'est une réinvention complète. La perspective est introduite. Les personnages sont réinventés à partir d'un corpus qui lui est légué par la production antérieure de type colonial, ce qui soulève un problème majeur, une peinture qui s'expose, qui est exposée au mur, donc qui change tout à fait de statut à la fois artistique, esthétique et social. C'est dire la complexité ce sera ma conclusion, d'un rapport à l'image qui, au-delà de la complexité qui relève de l'Algérie elle-même, renvoie au rapport des sociétés, ici je renvoie aux travaux de Oleg Grabar, au rapport des sociétés musulmanes, il le soulignait récemment, elles-mêmes très différenciées, beaucoup plus complexes et différenciées qu'on ne le croit communément, y compris dans le savoir académique. Alors, j'aurais juste voulu si j'ai passé une petite, bon, tant pis, pour vous dire ce qui en est. J'avais avec moi un petit transparent. Ah oui. Oui. En référence à une violente et brutale actualité, l'ampleur des différentiels de toutes sortes dont l'historien doit arriver à rendre compte.
interférences, des contaminations entre les registres de l'image, des vecteurs et des motifs. Normalement, on devrait le voir sur le tableau blanc. Oui, je crois que ça devrait. Il suffit peut-être d'éteindre là-bas. C'est un tirage affiche d'un adolescent presque androgyne qui est diffusé massivement à la fin des années 80, 1980, début des années 90, partout en Iran. Du point de vue du référentiel religieux, islam chiite, je n'en tire aucune hypothèse explicative décisive. Et c'est tiré de, en réalité, le nom du jeune homme, c'est Mohammed. Et quelle va devenir l'image de ce jeune homme, Mohammed? Le prophète Mohammed. Pour penser le prophète jeune, dans son adolescence, à partir d'un corpus dont nous avons d'énormes traces écrites dans le savoir savant du monde musulman, hein, pas seulement la Sira, pas seulement la Sira. Et comment est construite cette image dans les années 1980-90 par des Iraniens, des imprimeurs iraniens sur une très grande échelle, rien d'équivalent en Maghreb tel que j'ai pu voir pour ce qui concerne ces 10-15 dernières années précisément, à partir d'une carte postale qui est dérivée, qui était faite dans les années 20 par Landrock et Lennert, et qui ont, à la fin du XIXe siècle, installé un atelier de photos à Alger et fait des milliers de photos en Tunisie et puis au Caire. Et il se trouve que parmi ces personnages construits dans un souci esthétique de la photographie considérée dès lors comme un art et un courant auquel se rattachent Lennert et Landrock, eh bien, un jeune homme est photographié, un jeune adolescent, et il se trouve s'appeler Mohammed. Et la puissance symbolique du nom contribue à expliquer la récupération et l'identification de 3 générations plus tard dans l'espace iranien, là où, représentée physiquement, la personne même du prophète est considérée très très largement comme relevant de l'interdit, même si on sait bien, par tout un tas de corpus, que la représentation iconographique de la personne, visage compris, parce que souvent, dans les miniatures persanes et ottomanes, on a le corps du prophète, on n'a pas le visage du prophète, qui est un espace blanc, une auréole. En réalité, même dans la production persane et ottomane, on connaît des images complètes du corps du prophète, et il y en a même une qui a été publiée il n'y a pas si longtemps, je crois, dans un bouquin de Pierre sans livre, mais je ne suis pas sûr, où on voit cheminer de concert sur un âne, d'un côté Aïssa, le prophète Jésus, et de l'autre, le prophète Tout ça pour dire que la représentation picturale, iconographique du prophète dans son corps et dans son visage même existe à l'intérieur de cette immense histoire sociale du monde musulman, mais que dans un tout autre contexte, elle peut circuler cette fois non plus
au niveau des élites sociales qui seules sont en mesure d'acheter des livres enluminés, etc., d'avoir accès à l'art supérieur moghol, séfévide ou ottoman, mais totalement et très largement diffusé dans l'ensemble du corps social. Je conclus là-dessus comme révélateur de la complexité au-delà des idées toutes faites que j'entends encore tous les jours, y compris, pardonnez pour ce coup de pied de l'âne final, y compris dans notre institution académique savante. Je vous remercie. Merci beaucoup pour à la fois cette attaque de l'institution académique et pour ce que vous nous avez apporté.